Donc déjà, c'est pas ça un argument d'autorité, c'est un retour intéressant, surtout qu'il ne colle pas du tout avec mon expérience personnelle. À ce commentaire, j'ai bien aimé la réponse en mode prof de philo, personne ne peut venir me critiquer. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Aujourd'hui, on va tester un nouveau format, on va faire un débrief de la vidéo métaverse. Donc essentiellement, ça veut dire qu'on va aller voir les commentaires, voir pourquoi les gens disent que je n'ai rien compris à la vie, voir s'ils ont raison, s'ils ont tort, si je me suis trompé, essayer de corriger, essayer d'enrichir et d'apprendre par rapport à ce que nous ont dit les commentaires. J'ai choisi cette vidéo parce que c'est une vidéo assez spicy avec des commentaires assez chargés, un taux de like de 86,8%, ce qui est un chouïa en dessous de mes vidéos sur Disney, sur le wokisme et la social justice, donc c'est une vidéo bien controversée. Évidemment, si je vous dis 96,8% de likes, ça semble élevé. En fait, ce qu'il faut voir, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous avez ici 3,2% de dislikes, alors que sur une vidéo normale, vous allez avoir 1 à 1,5% sur ma chaîne. Donc, c'est une vidéo qui a entre le double et le triple des dislikes habituels. C'est ce qu'on appelle une vidéo controversée. Ceci dit, j'ai fait des scores encore plus élevés en termes de dislikes sur certaines vidéos, et je vous laisse essayer de deviner laquelle est la plus dislikée dans les commentaires. On commence avec un commentaire qui nous dit « Je suis totalement d'accord avec le point de la partie 4 vers la fin. Je me vois même sur mes vidéos, les moins de 18 ans sont énormément curieux pour la réalité virtuelle et intéressés par la chose. C'est clairement un pari long terme qui, je pense, marchera. » Donc j'ai été cliquer sur la chaîne de cette personne, JackBy9, et c'est un YouTuber avec plus de 500 000 abonnés qui fait des vidéos sur la réalité virtuelle. Ce qui vous montre, si vous ne le savez pas, quel est le hack pour avoir le top comment sur une vidéo YouTube, c'est simplement d'être un YouTuber connu et les gens vous reconnaissent et disent « Waouh, cette personne que je suis, regarde cette autre personne que je suis » et tout d'un coup vous êtes liké et vous êtes le numéro 1. En ce qui concerne la substance du commentaire, c'est vrai qu'aujourd'hui on se dit les moins de 18 ans c'est des gamins, mais souvenez-vous que dans seulement 12 ans, les moins de 18 ans ce sera les moins de 30 ans. Donc, dans une quinzaine d'années, être réticent sur la réalité virtuelle vous marquera comme un vieux. Et surtout, si vous vous souvenez du début de la vidéo, j'expliquais que le problème de Facebook actuellement, c'est qu'ils ont du mal à avoir de l'attraction chez les ados et chez les jeunes, et il n'y a que Tata Yvonne qui est sur Facebook. Donc dans ce cadre-là, si les vieux, et là je parle des plus de 40 ans au moment où le métaverse va s'installer, ce qui probablement m'inclura dans ce groupe le moment venu, et bien ces vieux-là, ils vont rester sur Facebook, ils vont être sur Instagram, qui seront les réseaux des vieux, et les jeunes seront sur le métaverse, et donc il aura tout gagné. Ça rejoint aussi le fait qu'on a eu beaucoup de commentaires qui nous disaient que le métaverse n'allait pas marcher parce que la technologie actuelle des casques de réalité virtuelle n'était pas au point. Ce qui est vrai, la technologie actuelle, elle n'est pas totalement au point, et les applications à faire dessus ne sont pas vraiment au point, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas un gamer, il y a peu d'intérêt sur la réalité virtuelle, mais évidemment, le pari du métaverse, c'est pas qu'en 2023, tout le monde sera dans le métaverse. C'est qu'en 2035, ce sera devenu une partie importante de la manière dont les gens consomment de l'information. Et si vous regardez ce que vous êtes capable de faire actuellement sur le Oculus Quest, c'est assez impressionnant, ça marche vraiment bien, et le progrès qui a été fait en 15 ou 20 ans sur cette technologie, il est juste ahurissant, parce qu'il y a 15 ou 20 ans, le casque de réalité virtuelle, essentiellement, ça n'existait pas, c'était des espèces de prototypes quasiment inutilisables. Donc si vous imaginez que sur les 15 prochaines années, il y aura le même niveau de progrès sur cette technologie, et bien d'un coup, vous arrivez sur quelque chose qui est très utilisable par le grand public. Une autre manière de réfléchir à cette question, c'est de regarder la courbe d'adoption du téléphone mobile. En 87, quand le film Wall Street est sorti, le téléphone mobile, c'était un espèce de gag, c'était un peu « regardez ce richou, il est tellement riche et tellement narcissique qu'il va amener un téléphone pour passer un coup de fil sur la plage, ça n'a aucun sens ». C'était littéralement une manière de montrer les excès du personnage, le fait qu'il ait un téléphone mobile, mais vous avancez 20 ans plus tard et on est à l'iPhone. Commentaire suivant, en tant que développeur web, je mets un bémol sur la partie « le web fonctionne miraculeusement bien ». Tout est dans le miraculeusement. On est perpétuellement noyé dans les bugs, c'est un enfer de recruter, les boîtes ne voient que le profit à court terme et se torchent avec la maintenance de leurs apps. Justement, quand je dis miraculeusement bien, ça veut pas dire parfaitement et facilement. Ce que je veux dire, c'est que c'est littéralement un miracle que ça fonctionne aussi bien quand on voit la complexité technique incroyable qu'il y a derrière. Le fait que quasiment à chaque fois que je vais ouvrir une page web, elle s'ouvre, elle se charge correctement. Le fait que je puisse aller sur YouTube et voir une vidéo qui a été uploadée il y a 6 ans par un mec au Japon qui a fait 50 vues dans cette période et que la vidéo est toujours disponible depuis n'importe où dans le monde et qu'a priori elle sera disponible depuis n'importe où dans le monde tant que notre civilisation continue à exister, c'est ça que je trouve assez incroyable et c'est là où se trouve le miracle, c'est que c'est assez improbable si on y pense d'un point de vue des premiers principes sur la complexité qui est derrière et les coûts que ça implique. On commence à peine à réaliser à quel point les réseaux sociaux conventionnels peuvent avoir de graves conséquences sur nos agissements et nos habitudes de la vie réelle, malgré qu'ils aient bien évidemment des bons côtés. C'est un commentaire qui est beaucoup revenu, donc essentiellement l'argument c'est les réseaux sociaux c'est bien, mais aussi les réseaux sociaux c'est pas bien. Donc la question à vous poser pour vraiment faire la part des choses ici, c'est est-ce que vous préféreriez un monde où Internet n'existait pas? Est-ce que vous préféreriez vivre dans les années 80 essentiellement? Et cette question va vous dire si oui ou non ce genre de technologie en vaut la peine. Parce que évidemment, toutes les nouvelles technologies
font peur, toutes les nouvelles technologies apportent des problèmes. C'était bien sûr le cas dans les années 80 avec l'arrivée des jeux vidéo, c'était le cas dans les années 2000 avec l'arrivée d'Internet. On nous a toujours dit ça fait peur, c'est dangereux, que va-t-il se passer avec nos enfants? Donc ça veut évidemment pas dire que ces peurs sont nécessairement infondées. Parfois ces peurs sont infondées, comme par exemple quand on nous disait que GTA allait transformer tous les enfants qui y jouaient en des criminels meurtriers. Mais il y a bien sûr d'autres cas, et c'est probablement la plupart des cas, où ces peurs sont effectivement fondées. Je dirais que mon modèle mental sur cette question vient d'une citation de l'auteur de science-fiction Douglas Adams, qui nous dit « Tout ce qui est dans le monde quand vous êtes né est normal et ordinaire, et est juste une partie naturelle de la façon dont le monde fonctionne. Tout ce qui est inventé entre vos 15 et 35 ans est nouveau, excitant et révolutionnaire, et vous pouvez probablement y faire carrière. Tout ce qui est inventé après vos 35 ans est contre l'ordre naturel des choses. » Donc on est là, posé sur YouTube, et on se dit « C'est quand même vachement cool qu'on ait ce service vidéo de streaming illimité depuis n'importe où dans le monde, mais il faut s'arrêter là. La technologie a été assez loin, YouTube c'était le maximum qu'on devait faire. » Et bien sûr, nos parents disaient la même chose, ils disaient que les emails c'était bien, mais MSN c'était déjà trop loin, et puis Facebook c'était du délire total. Et nos grands-parents disaient qu'il fallait s'arrêter à la télé, et que le reste qui arrivait après ça, c'était nul. Ce qui fait que je suis toujours sceptique quand on me dit le niveau parfait de technologie à avoir pour une civilisation, c'est le niveau où on est actuellement et il ne faut plus avancer au-delà de ça. Et justement, on a ce commentaire. Qu'on le veuille ou non, le métaverse arrive est un bel argument d'autorité. Non, rien d'humain n'arrive de manière aussi certaine. Donc déjà, c'est pas ça un argument d'autorité. Un argument d'autorité, c'est quand on cite une personne en position d'autorité pour appuyer un argument. Donc si par exemple, dans ma vidéo, je cite Einstein ou je cite un scientifique de chez Harvard pour appuyer mon argument sur le métaverse, ce serait ça un argument d'autorité. D'ailleurs, un argument d'autorité, c'est pas forcément une mauvaise chose. J'en ai utilisé un il y a à peu près 30 secondes avec mes citations de Douglas Adams. Mais en l'occurrence, la phrase de mon script qui est citée dans ce commentaire n'est pas un argument d'autorité et c'est même exactement l'inverse. C'est une affirmation de ma part qu'on pourrait justement critiquer parce que je n'avance pas dans cette partie du script de preuves particulières pour cette affirmation. Donc si vous voulez un argument d'autorité qui nous dit que le métaverse arrive, qu'on le veuille ou non, je vous renvoie à l'excellent livre de Kevin Kelly qui s'appelle What Technology Wants. La thèse de ce livre est que le développement technologique n'est pas quelque chose qu'on peut directement contrôler. On peut le faire avancer plus ou moins vite, on peut influencer quelles technologies vont être les plus développées, mais selon Kevin Kelly, la technologie a quasiment une volonté propre et elle va se développer sur un certain axe, quoi qu'il arrive. Donc la question à vous poser pour comprendre ce modèle mental, c'est de vous demander est-ce qu'on aurait pu empêcher d'inventer la voiture ou la téléphonie mobile? La réponse, c'est que personne n'a décidé un jour d'inventer la voiture. C'est un ensemble de personnes, un ensemble de technologies qui se sont rendues disponibles, les gens ont compris comment les faire fonctionner, et derrière, il y avait une demande sur le marché de gens qui voulaient acheter des voitures. Donc la seule manière d'empêcher l'ascension de l'automobile ou des téléphones mobiles, ça aurait été d'avoir un gouvernement qui dit c'est interdit et si vous créez une voiture, eh bien on vous envoie en prison. Ou si vous avez un téléphone mobile, on vous envoie en prison. Et ça aurait marché pendant un certain temps, mais au final, ce gouvernement totalitaire qui essayait d'imposer ça va finir par tomber, que ce soit dans 100 ans ou dans 200 ans ou dans 10 000 ans. Et quand ce gouvernement va tomber, la technologie va reprendre ses droits et vous allez avoir la technologie mobile qui va apparaître. De la même manière que si vous avez une maison qui est laissée à l'abandon, la nature va reprendre ses droits. Donc évidemment, on peut retarder le métaverse, on peut essayer d'influencer son contenu et qui va le contrôler. On peut même dire que le métaverse ne marchera pas parce que les gens n'en voudront pas et c'est un vrai argument. Mais on peut pas dire le métaverse, ça marcherait si c'était créé, mais on va décider de ne pas le faire. Parce que quelqu'un, quelque part, va le faire, et à moins d'imposer des sanctions absolument liberticides sur les technologies que les gens ont le droit d'utiliser ou pas, vous n'allez pas changer leur avis à ce niveau-là. Quel avenir pour Tata Yvonne? Je mets ce commentaire en avant parce qu'il mentionne Tata Yvonne, qu'on salue au passage. Et sur la question plus concrète du commentaire, je suis d'accord que ce serait mieux si Zuckerberg n'avait pas sur le métaverse le contrôle qu'il a aujourd'hui sur Facebook. L'intérêt du virtuel m'échappe. Je m'intéresse davantage au réel. Le virtuel ne nous donnera pas les parfums de la nature, ni le bruissement des arbres sous le vent. Je trouve les exemples assez étrangement choisis parce qu'a priori les bruissements des arbres, il doit y avoir des playlists entières Spotify qui vous les donnent. Les réseaux sociaux ont augmenté le nombre d'interactions sociales que l'on a avec les gens, mais paradoxalement, nous ont éloigné des gens proches de chez nous, dans le monde réel. À ce commentaire, j'ai bien aimé la réponse en mode prof de philo de Wakis qui nous dit « Trop vague. Définis c'est quoi le sens de la réalité. Je pense que le mot est mal choisi et que dans sens de la réalité, tu voulais dire la nature. » Sur le sujet de la réalité, je voulais pas partir trop loin dans la vidéo d'origine, mais c'est quand même intéressant de vous questionner sur qu'est-ce qui est réel ou non. Donc là, on part dans des éléments philosophiques en mode on a fumé 5 bédos à 5h du matin. Le truc, c'est que bédo ou pas, le monde dans lequel on vit, il n'est pas réel. Donc par exemple, la monnaie dans votre poche, elle repose sur un consensus social. L'État qui vous protège, c'est
une fiction qui a été inventée à un moment donné historique. L'entreprise qui vous emploie et qui paye votre salaire, c'est juste une invention. Un jour, quelqu'un a eu cette idée, a créé l'entreprise et tout le monde était d'accord pour dire il y a un bout de papier qui dit que cette entreprise existe, donc elle existe. L'entreprise, en soi, elle n'est pas réelle, ou en tout cas pas plus réelle qu'un monde dans le métaverse. Donc du coup, on se rend compte qu'à moins de vivre en autarcie sur une petite ferme où vous avez vos propres animaux et vous faites pousser votre propre nourriture et vous faites votre propre électricité, la plupart des choses auxquelles on pense tous les jours, que ce soit l'argent, le travail, la politique, ce ne sont pas des éléments qui dépendent du monde matériel, ce sont des éléments qui dépendent d'un consensus social entre nous. Donc du coup, on se rend compte que le monde qui nous entoure et auquel on passe le plus de temps à penser au quotidien, eh bien, il n'est pas si réel que ça de toute manière. Même en anticipant les évolutions de la techno qui la rendront plus confortable et moins onéreuse, c'est sur son fondement même que la question se pose. Quel est le rapport bénéfice-coût de la réalité virtuelle? Du coup, pour la réalité virtuelle, il va falloir m'expliquer ce que ça peut apporter de plus qu'un écran, bien moins fatigant pour les yeux, qui ne me fait pas transpirer, que je peux décider de regarder ou de ne plus regarder en une fraction de seconde, et que je peux éventuellement sortir de ma poche à tout moment. Quant au milieu professionnel, je ne suis pas sûr que beaucoup acceptent l'inconfort de porter un casque de réalité virtuelle pour faire des visios, alors qu'une bonne webcam, un écran et des écouteurs permettent de voir les vrais visages plutôt qu'un avatar 3D. C'est un long commentaire qui est intéressant et qui est bien argumenté et que je vous ai pas lu en entier, mais vous pouvez aller le voir sur la vidéo d'origine. Et le désaccord de base avec mon argument, c'est simplement de dire est-ce que la réalité virtuelle est si utile que ça pour le monde du travail, puisque j'avais expliqué que c'était potentiellement par le monde du travail que les gens allaient accéder au casque de réalité virtuelle. Pour moi, la première chose, c'est qu'on se retrouve dans le même piège que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on est arrivé à l'apogée de la technologie et que le smartphone est la manière idéale d'interagir avec un monde numérique, ce qui me semble improbable. Alors sur la question de la réalité virtuelle, je prétends pas avoir toutes les réponses et je suis d'accord que la théorie de la réalité virtuelle va s'imposer via le monde du travail est une hypothèse qui peut être validée ou non, même si je pense qu'elle a des bonnes chances d'être vraie. Je noterai juste que la vidéo porte sur le métaverse et non pas uniquement sur la réalité virtuelle. Et beaucoup de gens imaginent que le métaverse égale la réalité virtuelle, alors que c'est pas le cas. Il y a de la réalité virtuelle qui ne porte absolument pas sur le métaverse, comme on l'a aujourd'hui sur la PS4 par exemple. Et de l'autre côté, on pourrait imaginer un métaverse auquel vous n'accédez pas via la réalité virtuelle, mais via différents écrans. La manière dont j'y réfléchis, c'est que la réalité virtuelle est juste un mode d'accès ultra immersif pour le métaverse. Pour certaines applications, le mode d'accès immersif sera utile, et pour d'autres, il sera moins utile. C'est un peu comme le fait que vous pouvez avoir YouTube sur votre télé, et il y a peut-être des vidéos que vous allez regarder sur le grand écran parce que c'est un peu un kiff, mais il y a d'autres vidéos, vous n'avez pas besoin du grand écran, vous allez regarder sur votre téléphone pendant que vous êtes aux toilettes. Donc vous n'aurez pas toujours besoin d'être en réalité virtuelle pour interagir avec le métaverse, mais ce sera la meilleure option pour certaines expériences qui ont besoin d'être immersives. Et là, il suffit de réfléchir à toutes ces expériences qui sont bien en personne, mais qui ne fonctionnent pas vraiment sur un écran parce que c'est pas assez immersif, donc par exemple les concerts et le tourisme. Donc un concert qui est filmé, c'est un peu nul au point que la plupart des gens n'essayent même pas de les regarder. Mais un concert en réalité virtuelle, ce sera pas juste un peu mieux qu'un concert sur un écran, ce sera radicalement mieux. Au point où quelque chose qui était essentiellement inutile quand c'était filmé deviendra cool quand vous êtes en réalité virtuelle. Est-ce que ce sera aussi cool que d'y aller en personne? Peut-être pas, mais ça coûtera une fraction du prix, et parfois vous n'aurez pas le choix parce que la personne que vous voulez voir en concert ne fait pas un concert ce soir dans votre ville. C'est pareil pour le tourisme. Vous pourrez visiter n'importe quel lieu dans le monde en immersion totale et même voyager dans le temps. Donc si vous me permettez de visiter Paris à l'époque de la Révolution, ou le Japon médiéval, ou d'être assis dans la navette de l'Apollo 11, je signe tout de suite. C'est quelque chose qui serait impossible à faire de cette manière via les écrans, mais qui sera possible en réalité virtuelle, et dans ce cas-là, on aura envie d'avoir le casque pour ces expériences précises. Pour le reste des applications qui sont pas aussi immersives, on aura les lunettes de réalité augmentée et les bons vieux écrans. Du coup, je pense que cette idée qu'on va faire des réunions en réalité virtuelle, c'est un peu un leurre qui fait buter pas mal de gens. C'est bien possible qu'une réunion n'ait pas besoin d'être aussi immersive que ça et que la réalité virtuelle n'apporte pas grand-chose. Mais d'un autre côté, on nous rabâche tout le temps qu'on est moins productif quand on n'est pas au bureau et dans le travail à distance. Alors quel est l'avantage d'être au bureau par rapport à faire du travail à distance? C'est pas que vous pouvez toucher vos collègues, parce que vous n'avez pas le droit, et si vous le faites, vous êtes automatiquement annulé. C'est plus que vous êtes immergé dans un lieu, vous pouvez voir les allées et venues de vos collègues, il y a une mission, c'est un groupe de personnes qui vont dans une direction ensemble. Et là-dessus, on peut imaginer qu'un espace de travail en réalité virtuelle gagnera à la fois les avantages du travail à la maison, de ne pas avoir à se déplacer, de pouvoir avoir tous vos conforts, etc. et l'avantage de se sentir immergé dans un groupe de collègues que vous pouvez avoir en personne. La solution à ça sera probablement plus compliquée qu'une salle de réunion, mais juste en réalité virtuelle, et j'ai pas la réponse exacte, mais il est probable qu'il y ait des choses à faire à ce niveau-là. Et bien sûr, il n'y a pas besoin d'imaginer que vous allez passer 7 heures par jour, 5 jours sur 7, dans votre casque de réalité virtuelle. Je pense que si une entreprise comme Google peut réunir ne serait-ce que 2 fois par an
tous ses employés à travers le monde dans un amphithéâtre virtuel géant pour écouter le PDG parler au lieu de faire une keynote sur Zoom, rien que ça pourrait valoir le coup d'envoyer un casque de réalité virtuelle à chaque employé. Ce qui dérange, de mon point de vue en tout cas, ce n'est pas que c'est pas la vraie vie donc c'est de la merde, c'est que ça va être un échappatoire qui va permettre d'oublier pour une grande partie des gens leurs problèmes quotidiens et ça va les endormir. C'est un argument qui ne marche que si on pense qu'il faut faire la révolution, et donc c'est une mauvaise chose de rendre la vie des gens plus facile parce qu'ils auront moins envie de faire la révolution. Donc si on suit cette logique jusqu'au bout, il faudrait supprimer tout ce qui donne du plaisir aux gens puisque ça leur permet d'oublier leurs problèmes. Mais il y a un autre point de vue, et vous allez me dire que c'est un truc radical ultra néolibéral, qui est de dire que peut-être que c'est une bonne chose d'aider les gens à moins souffrir de leurs problèmes. Le prix considérable des casques de réalité virtuelle vient s'ajouter au reste, en invitant les acheteurs à avoir un PC qui est une bête de course avec une carte graphique capable de sortir au moins du 1080p en double, une sortie vidéo par œil, pour obtenir un résultat très discutable. Le 2560p est largement préférable, mais implique 2 fois plus de ressources de calcul, qui plus est à une période de crise économique sans fin. Donc ce gars n'a jamais entendu parler de Oculus, le casque fabriqué littéralement par Meta. En réalité, aujourd'hui, en 2022, un Oculus Quest 2, ça vaut 350 € et il n'y a pas besoin de le brancher à un PC, tout est autosuffisant directement dans le casque. C'est évidemment pas le casque le plus avancé, mais c'est le plus populaire et ça suffit pour la majorité des gens. Donc ce sera pas le prix qui bloque, mais bien les applications. Bel enthousiasme, mais avant de miser l'avenir du monde dessus, on devrait se demander pourquoi ça n'a pas marché. Parce que le monde virtuel de Monsieur Zuckerberg n'a rien d'original, il s'est déjà planté par le passé, et il nous donne un lien vers la page Wikipédia de Second Life. Donc il y a eu d'innombrables commentaires de ce type qui nous disent que le métaverse c'est juste Second Life. Oui, l'idée de base est la même. Et alors? Sur cette logique, l'iPhone c'est juste le BlackBerry, Facebook c'est juste Friendster, et l'Internet c'est juste le Minitel. Il y a plein de cas où une idée arrive trop tôt, où une idée est mal implémentée, et quelqu'un qui arrive plus tard, avec une meilleure technologie, avec une meilleure implémentation, avec peut-être plus de moyens, avec un marché qui est plus mature, va réussir à faire fonctionner une idée qui avait plutôt échoué. Le plus grand exemple d'une organisation décentralisée, libre et sauvage, c'est le logiciel libre, bien sûr. Linux, Git, tout ça existait bien avant les crypto-monnaies. Ce qui est effectivement très correct. Clairement, je suis d'accord avec le point que je considère un peu comme le principal de la vidéo, le grand public et les médias ont bien ri, mais ce n'est pas la cible. Travaillant comme informaticien dans une boîte du CAC 40, j'ai pu voir la mayonnaise prendre, essentiellement côté management et marketing. Pour le management, avoir les employés à distance mais disposer d'un moyen de visualisation et de contrôle en temps réel qui soit comme dans l'entreprise, ainsi que d'interaction à distance qui puisse reproduire l'instantanéité et le langage corporel dans le travail collaboratif, c'est un vieux rêve. Et l'absence de ce type de technologie freine pas mal le développement du télétravail. Donc ça, c'est un autre point de vue qui vient donner de l'eau à notre moulin de la question de est-ce que les entreprises vont y trouver un intérêt ou non. Je ne crois pas au projet de métaverse pour une autre raison, l'appauvrissement des ressources et le changement climatique. Il y a eu énormément de commentaires sur la question de l'énergie, qui est devenue un classique du genre, et je pense que c'est à cause des cryptos qui effectivement consomment beaucoup d'énergie, et donc du coup c'est un contre-argument qui est tendu à essentiellement toutes les nouvelles technologies. Mais ça me semble pas évident que cet argument soit applicable au métaverse, parce qu'il faut se souvenir que la majorité de l'énergie est consommée par l'industrie et les transports. Aux États-Unis en 2020, 33% de l'énergie était consommée par l'industrie, 26% par les transports, et 5% par les ordinateurs et les serveurs. Donc si le métaverse cartonne et que ça conduit les gens à moins prendre la voiture et l'avion et donc à diminuer la dépense d'énergie des transports, c'est pas clair que, à l'équilibre, ça consomme nécessairement plus d'énergie que les alternatives. Je dois avouer que c'est pas une question que j'ai assez creusée pour avoir une réponse ferme. Je serais d'ailleurs intéressé si quelqu'un a un article qui nous dit quels sont les besoins énergétiques du métaverse par rapport à des usages plus habituels, comme avoir une connexion internet et jouer à Fortnite. On a un autre commentaire qui mentionne Second Life, mais cette fois-ci en positif. Je ne comprends pas toute cette paranoïa, sachant qu'on a un excellent exemple avec Second Life de ce que les gens ont majoritairement fait de la version 0.1 du métaverse, un espace de connaissances, d'échanges et d'entraide. Donc ça, c'est pas l'image que personnellement j'avais de Second Life, du coup je serais intéressé pour en savoir plus. Par contre, c'est vrai que ce que j'ai vu des proto-métaverses comme Minecraft et Roblox était globalement très constructif. Le meilleur critère pour savoir si une technologie va cartonner, c'est de regarder si l'industrie du porno l'a adoptée. Là où va le porno, le reste suit. Qu'en est-il du porno sur le métaverse pour l'instant? Je ne sais même pas si ça vaut vraiment la peine de poser cette question. C'est évident que le porno en réalité virtuelle, ça va cartonner. Vraiment, comparer le monde virtuel à écrire un livre en disant qu'il ne se situe pas dans le monde matériel, c'est assez malhonnête. Tout comme dire que ceux qui sont accrochés au monde réel seraient des ennemis de l'imaginaire et seraient des matérialistes dans un sens animal du terme. Ce sont des caricatures. C'est un commentaire qui est bien écrit avec une grammaire compréhensible contrairement à beaucoup d'autres.
Mais quel est l'argument? Me dire que mon analogie est entre guillemets malhonnête, c'est pas vraiment un argument, il faudrait m'expliquer exactement pourquoi j'ai tort et pourquoi est-ce que ma comparaison n'est pas correcte. Je pense que ce qui dérange dans cette analogie, c'est que les gens ont deux cases dans leur cerveau. La case bien, avec les livres et le monde réel, et la case mal, avec le métaverse et le monde virtuel. Ce que je veux montrer avec mon analogie, c'est que le monde n'est pas binaire. Il y a des activités qui prennent place entièrement dans votre esprit, comme écrire un livre, et qui créent quand même de la valeur. Et bien sûr, il faut se souvenir que par le passé, il y a beaucoup de gens qui ont argumenté que les livres, et en particulier les romans, nous coupaient de la réalité et étaient donc dangereux. Donc le but de mon analogie, c'est de vous montrer que le bon vecteur de décision, ce n'est pas de séparer le monde réel qui est bien et le monde virtuel qui est mal. Il faut réfléchir de manière plus nuancée et on s'aperçoit quand on fait ça que certaines expériences qu'on a classifiées dans la catégorie virtuelle ont en fait beaucoup de valeur. Finalement, on a le rare témoignage d'une personne qui estime que Internet n'a pas amélioré sa vie. Non. Internet n'a pas amélioré ma vie. Internet est devenu indispensable à ma vie parce qu'imposé par la société à laquelle j'appartiens. Mais a-t-il amélioré ma vie? Non. Ou plutôt je n'en sais rien, car je ne peux plus comparer avec une vie sans Internet. Mais je sais qu'Internet a bousillé certaines de mes amitiés, a bousillé ma capacité de concentration, a bousillé ma culture. Avant, je lisais des livres de 1000 pages. Maintenant, j'en suis incapable. Du coup, à quoi ça sert d'avoir tellement d'informations accessibles si je ne la consomme pas, ou pire encore, je l'oublie? La vie est plus facile avec Internet? Non, absolument pas. Le fait que tout soit plus facile d'accès rend tout plus difficile d'accès, justement. Un exemple tout con. Maintenant, c'est devenu presque impossible d'improviser dans les grandes villes, parce qu'avec Internet, tout le monde peut savoir où sont les bons plans, quels sont les meilleurs restaurants, et où réserver. Du coup, obligation de réserver à l'avance. C'est un retour intéressant, surtout qu'il ne colle pas du tout avec mon expérience personnelle. Je continue à lire beaucoup de livres et justement je trouve mes livres via des newsletters, des blogs, des podcasts. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile d'improviser quand vous avez WhatsApp, Google Maps, Uber, que quand vous deviez tout faire avec une carte papier et en ayant téléphoné à l'avance à vos amis. Pour finir, faisons-nous un dernier, pour la route. Vous avez un don de ne jamais prendre parti. Qu'on soit contre ou pour le méta, là par exemple, personne ne peut venir vous critiquer. C'est beau! Faux! Personne ne peut venir me critiquer. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs.